Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant diriger une machine qui, littéralement, ne s'arrête jamais. C'est ça, une entreprise mondiale. Des équipes partout sur le globe qui travaillent, qui innovent, qui vendent à travers toutes les cultures, tous les fuseaux horaires. La grande question, c'est comment on fait pour que cette immense machine avance bien dans la même direction. C'est ce défi passionnant qu'on explore ensemble aujourd'hui. La question peut sembler simple, mais la réponse est d'une complexité folle. Comment contrôler une entreprise qui ne dort jamais? C'est un véritable casse-tête. Pensez-y, quand les bureaux ferment à Tokyo, ils ouvrent à peine à Paris. Comment s'assurer que l'équipe en France ne va pas, sans le vouloir, défaire ce que l'équipe au Japon vient de construire? C'est tout l'enjeu du contrôle à l'échelle mondiale. Bon, avant même de penser à contrôler des opérations mondiales, il faut bien commencer par les construire. Une entreprise ne devient pas globale du jour au lendemain. Non, c'est un processus, ça se fait par étapes. Et à chaque étape, le niveau de contrôle qu'on peut exercer évolue énormément. Au tout début, on y voit doucement, avec l'exportation indirecte. En gros, on laisse des partenaires locaux gérer les ventes. C'est simple, c'est sûr, mais on perd quasiment tout le contrôle. Puis, étape 2, on prend un peu confiance. C'est l'exportation directe. Là, c'est nous qui parlons à nos clients étrangers. On reprend un peu les rênes. Et enfin, vient le grand saut, la création de ses propres filiales. Là, c'est le contrôle quasi total, mais avec toute la complexité qui va avec, bien sûr. Ok, une fois que l'entreprise est bien implantée un peu partout, la vraie question se pose. Quelle philosophie on adopte pour gérer toutes ces équipes si dispersées? Il existe en fait trois grandes approches, trois grandes idées pour s'assurer que tout le monde tire dans le même sens. Ce tableau, il est vraiment super intéressant parce qu'il résume tout. On a trois manières très différentes de voir le contrôle. D'abord, il y a le marché. Là, l'idée, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde, avec des bonus, des primes, un peu comme une équipe de vendeurs payée à la commission. Simple, efficace. Ensuite, on a la bureaucratie, beaucoup plus classique. C'est la pyramide hiérarchique, les règles, la surveillance. Pour se faire une image, c'est la structure militaire. Et enfin, il y a le clan. Et là, c'est tout autre chose. C'est la culture, les valeurs partagées qui soudent les équipes. Pensez à l'ambiance d'une start-up où tout le monde est à fond dans la même mission. Bon, passons maintenant de la grande philosophie à la pratique, au concret. Pour appliquer ces idées, les managers ont une sorte de boîte à outils. C'est une chercheuse, Harding, qui a développé un cadre génial pour comprendre les mécanismes de contrôle qui fonctionnent vraiment à travers les frontières. Et il faut bien mesurer le défi. Il est immense. Ce n'est pas juste une histoire de kilomètres. Ce sont des cultures, des lois, des façons de travailler complètement différentes qui doivent cohabiter. Ces mécanismes de contrôle, ce sont justement les outils qui ont été pensés pour naviguer dans ce véritable labyrinthe international. Alors, pour s'y retrouver dans ce cadre, il faut penser selon deux grands axes. Premier axe, est-ce que le contrôle est personnel, c'est-à-dire qu'il repose sur des individus, ou est-ce qu'il est impersonnel, c'est-à-dire qu'il repose sur des systèmes? Et deuxième axe, est-ce qu'il est explicite, donc très direct, très visible, ou est-ce qu'il est implicite, beaucoup plus subtil, plus indirect? Et voilà ce que ça donne quand on croise ces deux axes. On obtient cette matrice qui est vraiment le cœur du modèle de Harzing. En haut, on a les contrôles explicites, en bas, les implicites, à gauche, les contrôles personnels et à droite, les impersonnels. Ça nous donne 4 grandes familles d'outils. Allez, on les regarde une par une. Premier cadran, en haut à gauche, les mécanismes centralisés. Là, on est en plein dans le personnel et l'explicite. C'est le contrôle top-down par excellence. Les décisions importantes sont prises au siège et elles descendent directement le long de la chaîne hiérarchique. C'est clair, net et direct. Deuxième cadran, socialisation et réseau. On passe au personnel, mais cette fois-ci, implicite. Ici, le contrôle est bien plus subtil. On ne donne pas d'ordre direct. Non, on crée une culture d'entreprise très forte. On encourage les liens informels, on envoie des expatriés pour diffuser les valeurs. En fait, c'est la philosophie du clan qu'on met en pratique. Troisième cadran, les mécanismes bureaucratiques. Maintenant, on est dans l'impersonnel et l'explicite. Ce ne sont plus vraiment les gens qui contrôlent, ce sont les systèmes. On parle de manuels de procédure, de règles formelles, de reporting standardisé. L'idée, c'est que la machine tourne toute seule, ou presque, grâce à des processus bien huilés. Et on termine avec le quatrième cadran, les mécanismes orientés résultats. On est au sommet de l'impersonnel et de l'implicite. Là, le siège ne se préoccupe plus du tout du comment les choses sont faites. Il fixe un objectif clair, une cible chiffrée à atteindre, et il laisse les équipes locales se débrouiller pour trouver le meilleur chemin pour y arriver. Mais attention, un point crucial, cette super boîte à outils ne s'utilise pas de la même façon partout dans le monde. Le contexte culturel du pays où on se trouve a une influence absolument énorme sur le type de contrôle qui va marcher ou qui va être complètement rejeté. Cette comparaison est vraiment très parlante. Prenons la France. On a tendance à vouloir surtout surveiller depuis le siège avec un focus très fort sur les coûts. En Allemagne, l'obsession, c'est la compétitivité, ce qui se traduit par un respect quasi religieux du budget.
Et dans le monde anglo-saxon, le contrôle est vu comme un outil pour déléguer et piloter à distance, en analysant les écarts entre les objectifs et les résultats. On voit bien, 3 cultures, 3 visions radicalement différentes du contrôle. Au fond, dans la pratique, tous ces outils, toutes ces philosophies, ça se résume souvent à un choix fondamental pour les managers. Est-ce qu'on doit contrôler la manière de travailler ou est-ce qu'on doit contrôler les résultats obtenus? Et le choix est assez simple à comprendre. Soit on contrôle le comment, on s'assure que tout le monde suit la procédure à la lettre. Le problème, c'est que ça ne marche que si on connaît parfaitement le bon processus. Soit on contrôle le quoi. On se fiche un peu de la méthode, seul le résultat final compte. Ça donne plus de liberté, mais ça met aussi beaucoup plus de pression sur les équipes. Alors, quand est-ce qu'on contrôle les comportements? Eh bien, ça fonctionne bien dans des contextes bien précis. Des entreprises pas trop grandes, où les différentes tâches sont très liées les unes aux autres, et surtout où il existe déjà des procédures claires. C'est souvent plus adapté au niveau d'une filiale qu'au niveau du groupe entier. À l'inverse, le contrôle par les résultats s'impose presque naturellement dans les très grands groupes, très diversifiés. Quand ça devient tout simplement impossible de connaître en détail tous les processus de chaque filiale, ou quand l'évaluation de la performance devient une priorité, on n'a pas le choix, on se tourne vers le contrôle des résultats. Cette citation, elle résume parfaitement ce compromis. C'est un peu la règle d'or du management international. Quand la complexité vous dépasse et vous empêche de maîtriser le processus, votre seule option viable, c'est de vous concentrer sur le résultat final. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de recette unique. Gérer une multinationale, c'est un art. C'est un jeu d'équilibriste permanent entre la stratégie globale de l'entreprise, la culture locale de chaque pays et le choix des bonnes méthodes de contrôle pour chaque situation. Et pour finir, une petite question pour réfléchir à l'avenir. À l'heure où l'intelligence artificielle automatise plein de processus et où le télétravail généralisé brouille les pistes de la supervision directe, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Est-ce qu'on va vers un renforcement des systèmes, des règles, donc plus de bureaucratie, ou au contraire vers un investissement massif dans la culture et les valeurs communes, donc plus de clans? La question pour l'instant reste ouverte.